Bonjour à tous, pour et bienvenue à ce troisième webinaire sur la résilience qui aura pour thème, les ressources des enfants. Donc on va en savoir plus, aujourd'hui à ce sujet-là. Merci comme d'habitude d'inscrire votre nom et votre structure dans le chat pour bien suivre les présences. Voilà, et un petit rappel avant de commencer, c'était par rapport aux exercices demandés par la semaine dernière. Hem, il y a eu beaucoup moins de participation cette semaine. Alors est-ce que ça a été un oubli ou pas? En tout cas, nous voulions attirer votre attention pour les prochaines fois de rendre les travaux parce que c'est ça qui permet aussi d'approfondir les échanges du jour. Et voilà, donc pour la prochaine fois, merci de contribuer et puis de respecter aussi, les délais pour pas rendre au dernier moment aussi. Voilà, je passe la parole à notre formatrice Alda. Merci à vous tous. Merci, Marie-Laure. Merci à tout le monde pour votre présence encore toujours au rendez-vous. Ça fait plaisir de savoir qu'on arrive à respecter les heures et on est là ensemble. Merci beaucoup. Donc, je vais partager l'écran. Encore une fois, merci pour votre participation, pour la fidélité par rapport à l'heure également. Donc, pour aujourd'hui, nous allons, comme Marie-Laure l'a dit au début, parler des ressources. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous pencher sur les ressources de l'enfant. Et donc, pour aller dans le vif du sujet, avant de commencer, nous allons faire un peu un petit rappel, comme toujours, puisque on fait 2 semaines, j'aime bien faire un petit rappel de ce qu'on a fait un peu les semaines, les jours passés. Donc, les semaines passées, il y a 2 semaines donc, on a essayé de définir les facteurs de risque et les facteurs de protection. On s'était beaucoup plus basé sur tout ce qui est facteurs. Donc, les facteurs de risque, on l'avait défini comme, des expériences, des événements, des conditions, des situations qui augmentaient donc la probabilité d'un résultat négatif futur pour, un enfant ou pour une société ou pour, une communauté ou pour un groupe d'individus et qui bloquerait donc le processus de résilience. Et ensuite, on a essayé de définir également le facteur de protection qui est des caractéristiques qui sont, qui affectent donc qui viennent de l'enfant, des caractéristiques de l'enfant, de la famille, de l'environnement dans lequel l'enfant vit ou, la communauté en général, réduisant donc l'effet négatif de l'adversité, l'effet négatif des difficultés que l'enfant rencontre et donc, ces facteurs favoriseraient le développement du processus de résilience chez l'enfant. Donc, c'est ce qu'on avait à peu près dit. Ces facteurs donc sont au niveau personnel, au niveau familial et au niveau communautaire. Donc, il était bien aussi, on avait essayé de noter que la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque détermine, ne détermine pas nécessairement une issue négative. Voilà. Parfois, un seul facteur de protection suffit également à atténuer ces conséquences-là. Et pour promouvoir la résilience, il faut donc renforcer les facteurs de protection de l'enfant. C'est important. Donc, pour aller dans le vif du sujet, avant de parler même des ressources, nous parlerons du développement de l'enfant. En griffe, quand je dis développement, ce n'est pas quand on parle de l'âge de 0 à 4 ans, 5 ans, 6 ans, comme on a l'habitude de le faire. Mais c'est juste pour vous donner comment l'enfant évolue. Donc, l'enfant est un être qui est essentiellement et fondamentalement relationnel, tout être humain d'ailleurs, hein. Donc, il vit et il se construit par rapport aux relations qu'il a dans son environnement. Un enfant grandit et se développe en interaction avec plusieurs facteurs, comme je viens de le dire, de son environnement. Et la personnalité et l'environnement influencent donc la résilience. Nous avons dit que la résilience était une interaction entre l'enfant ou l'individu et son environnement.
Et donc, la personnalité de l'enfant, quand on est, on a forcément quelque chose en nous, mais après, on se construit aussi. On acquiert des choses aussi par rapport à ce que nous vivons, par rapport au stimulus que l'enfant a, par rapport au stimulus que l'individu a. Et c'est tout cela qui façonne l'être humain que nous sommes, qui façonne l'enfant qui est là devant nous. Et donc, par rapport à ça, donc l'enfant alors est systématiquement participant de son développement et donc du processus également de résilience. L'enfant alors devient participant. Je l'ai mis en rouge pour bien, bien montrer cette importance-là. L'enfant, alors, quelle est la relation maintenant qui va exister entre la résilience et la participation de l'enfant? L'enfant devient protagoniste de sa propre croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est lui-même qui essaye de forger qu'il le veut ou non, parce qu'il y aura des stimulus, il y aura il y aura des stimuli, il y aura des éléments de son environnement, dans sa famille également, dans sa communauté, qui vont faire que il va agir. Lui-même, il va agir. Donc, il a un pouvoir sur sa vie. Il doit participer aux décisions qui le concernent et son implication dans le changement. Si nous avons un enfant en face de nous et nous voulons un changement, si l'enfant lui-même ne participe pas, on n'aura rien fait. Donc, on est aujourd'hui à l'étape où on dépasse l'assistanat. On dépasse l'idée de tout faire pour l'enfant, de tout planifier sans son avis. Un changement, donc, comme je l'ai dit, est souvent effectif quand les solutions viennent de la personne qu'on accompagne. Ça, c'est général pour tout le monde. C'est pareil également pour l'enfant. Mais alors, que faire maintenant par rapport à cette participation? Si nous voulons que l'enfant participe, si nous voulons on sait que l'enfant lui-même, il est protagoniste. Lui-même, il doit agir par rapport aux éléments qui viennent impacter sa vie. Nous sommes des travailleurs sociaux. Que devons-nous alors faire pour créer cette participation-là? Donc, il est important, comme on l'avait dit tout au début, l'acceptation inconditionnelle de l'enfant est le fondement. L'enfant qui est en face de nous, ou qui est dans notre centre, ou avec lequel nous allons travailler, il faut l'accepter tel qu'il est, avec ses pour, ses contre, ses côtés négatifs, ses côtés positifs, etc. C'est pour éviter le préjugé, la discrimination, etc. Et c'est seulement de cela va naître, comme on l'avait dit tout au début, la confiance et la relation d'aide. S'il y a déjà des idées arrêtées, des préjugés sur l'enfant, il est difficile pour moi, en tant que travailleur social, de mener des actions avec cet enfant, d'impacter la vie de cet enfant. Parce que j'aurais déjà une idée négative ou bien une idée déjà arrêtée de cet enfant. Donc, pour créer cette participation, le travailleur social doit également observer. L'observation devient un point important pour nous. Donc, le travailleur social rentre en dialogue, ou bien le facilitateur ou le tuteur de résilience, comme on le dit, rentre en dialogue avec l'enfant. Il est important de rentrer en dialogue. Et ça, c'est à travers des ateliers. C'est à travers des ateliers que nous organisons. Et ces ateliers constituent pour nous des outils pour développer justement ce qu'on va voir plus tard, les ressources de l'enfant. Et donc, c'est en dialogue. C'est vrai qu'il y a l'entretien, il y a les écoutes et autres. Mais avec la résilience, l'outil qui nous permet de mieux dialoguer avec l'enfant, ce sont ces ateliers, ces activités que nous mettons en œuvre. Et donc, on prend en compte les non-dits de l'enfant et des siens et des personnes qui sont tout autour de lui. Donc, comme on le disait tout au début, l'enfant est là, il y a son environnement. On tient compte de son environnement, c'est pour ça qu'on tient compte aussi de tout ce qui est autour de lui, de ses siens, de la famille, de la communauté, etc., des pairs. Cela permet d'identifier donc les ressources qui sont souvent latentes chez l'enfant et chez la famille, et dans sa famille. Ces ressources sont souvent latentes, c'est-à-dire qu'ils sont là, qui sommeillent,
qui sont là, qui sont en train de dormir. Et il suffit d'un déclic, il suffit de quelque chose, peut-être même juste d'une parole, peut-être même juste d'une attention, et pour que ça sorte. Peut-être d'une ambiance. C'est pour ça que le cadre dans lequel nous mettons les enfants sont également importants. Et ainsi de suite. Donc, on découvre ce qui est important pour l'enfant et on l'accompagne dans une dynamique d'action. On l'accompagne dans une dynamique d'action. Nous n'agissons pas à la place de l'enfant, même si des fois nous proposons, tout en tenant compte, bien sûr, de l'intérieur supérieur de l'enfant. Voilà. Et de, comme je l'avais dit aussi au début, et de tout ce qui est socialement accepté. L'enfant peut trouver des solutions, mais des solutions qui ne sont pas acceptées par rapport à la société dans laquelle il est en train de vivre. Ne pas stigmatiser l'enfant à risque par la mise en place d'interventions qui les ciblent. C'est-à-dire qu'on a un enfant, je donne l'exemple de ce que on remarque depuis quelque temps chez pratiquement tout le monde, hein, avec les institutions avec lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, la pauvreté, c'est vrai, c'est un élément, un facteur de risque sur lequel malheureusement nous ne pouvons pas agir. Donc, c'est là, c'est la difficulté qui est là. Mais on a des parents, on a des familles qui sont là, qui sont dans des difficultés par rapport, qui n'arrivent pas à subvenir à certains besoins. Systématiquement, nous avons tendance à dire, on fait la gère. Et effectivement, dans nos projets, ça va? Vous m'entendez? Effectivement, dans nos projets, et on propose, on demande des AGR, des appuis financiers, etc. Et ce qu'on a tendance à remarquer, c'est que c'est parce qu'il y a ce côté, donc systématiquement, tout enfant qui arrive vers nous et toute famille qui arrive, on leur propose des activités génératrices de revenus sans des fois chercher à savoir, mais qu'est-ce que cette famille a? Quelles sont les ressources de cette famille? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont peut-être un terrain, peut-être qu'ils ont un terrain, ils peuvent faire de l'agriculture, ou bien ils font déjà de l'agriculture, peut-être que, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut essayer de chercher. Voilà. Et je parle aussi également des formations. Des fois, parce qu'on a on a couture, coiffure, c'est ce qu'on fait habituellement. On ne cherche pas des fois à voir si l'enfant a d'autres solutions, à trouver d'autres moyens pour s'en sortir, à part peut-être coiffure, couture. C'est vrai que des fois, on est réduit par rapport au milieu. On a certaines communautés où ce n'est que ça qu'on retrouve. Mais est-ce que l'enfant veut réellement faire seulement ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher. Il ne faut pas qu'on se bloque sur l'enfant et qu'on dise que voilà, il n'y a pas d'autres interventions, il n'y a que ça à faire pour l'enfant. Il n'y a que ça à faire pour la famille, il n'y a que ça à faire pour la communauté. Non. Donc, c'est ça qui donne la participation et qui donc permet d'avoir un lien, hein, le fait de mettre, de faire dégager les ressources de l'enfant, le fait de mettre en activité l'enfant permet d'aboutir à la résilience. Ça fait partie du processus de résilience. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la participation de l'enfant en lien avec la résilience. Si l'enfant ne participe pas, si l'enfant, on ne le met pas en activité, si on ne met pas des éléments pour permettre à l'enfant d'évoluer, on ne pourra pas l'amener à faire ressortir ses potentialités, on ne pourra pas l'amener à faire ressortir ses ressources pour aboutir à un changement et pour sortir de l'adversité qui est toujours là, qui est présent et sur lequel on ne peut pas des fois agir. Voilà. Donc, ces outils, peut-être qu'on les verra peut-être un peu plus loin, si, il y a la possibilité de découvrir. Certains avec qui on a déjà travaillé sur la résilience ont déjà assez d'outils. Il y a des manuels qui sont là également sur lesquels on retrouve plein d'activités qui permettent
de faire clore, de faire découvrir à l'enfant d'autres possibilités de sa vie et de l'amener à avancer. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette partie et ensuite on ira alors par rapport à l'exercice qu'on a eu à faire la dernière fois que vous m'avez rendu. Donc, s'il y a des questions, on pourrait poser et puis discuter un peu autour de cette participation. Merci beaucoup. Et je voudrais réagir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Je vous entends. C'est Joseph. Oui, Joseph Katamba. Oui, je vous entends. Oui, c'est juste par rapport. D'ailleurs, bonjour à tout le monde. Je viens de vous rejoindre un peu en retard pour des difficultés liées au réseau. Alors, Bonjour. je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport Oui. à la participation. Elle est très capitale pour l'enfant. Mais juste l'exemple que vous avez évoqué en termes de développement des AGR et autres alternatives qu'on offre aux enfants. Et je voudrais dire à ce niveau que la participation par rapport au développement des AGR, d'après notre propre expérience, vous avez d'abord les opportunités qu'offre le milieu. Et à cela s'ajoutent aussi les aptitudes de l'enfant. Et il arrive des fois où il y a beaucoup plus ambitieux. Il en préfère tel autre. Mais par rapport aux opportunités qu'offre le milieu, aux aptitudes de l'enfant, tant scolaire que même, d'aider cet enfant en termes d'orientation de ce qu'il va essayer de faire par rapport à ce niveau-là, est-ce qu'on peut, à ce que je peux appeler, limiter la participation des et par conséquent, il faut orienter l'enfant? Est-ce que là, ce serait une façon de limiter la participation de l'enfant ou bien c'est une façon de l'aider tenant compte de Le son n'est pas bon du tout. Excusez-moi, Alors, mais je suis désolée, le son n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat pour que Marie-Laure puisse vous m'avez suivi? envoyer la question? C'était tellement entrecoupé, je ne vous ai pas du tout... excusez-moi. Ah, voilà, c'est dommage. Bon, je veux écrire, mais moi, je vous capte 5 sur 5. Je ne sais pas c'est dit à quoi. Ah, oui, allô? Quelqu'un a pu suivre pour renvoyer... Oui. Ouais. Non, je pense que ça dérange. Peut-être la connexion n'est pas bonne de son côté. Oui, oui. Ok, je vais tenter d'écrire. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un veut prendre la parole? Ou bien si quelqu'un a rapidement compris ce que Joseph, l'inquiétude de Joseph? Non? Bon, on continue et lorsque on pourra revenir dessus si Joseph met la question dans le chat. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on pourra peut-être discuter, faire un débat autour. Voilà. Donc, pour continuer, on va essayer maintenant là de voir l'atelier 2 sur les facteurs. J'ai mis facteurs, excusez-moi, c'est facteurs. Donc, je vais changer rapidement. Non. Donc, sur les facteurs de résilience, le travail que nous avons eu à faire. On a d'abord donné un petit document pour essayer d'avoir une idée, un peu de lecture. Donc, ma première question porterait sur ce document-là. Qu'avez-vous retenu après lecture du petit document sur les facteurs de risque et de protection qu'on a joint au petit tableau? La parole est donc à vous. Voici ce que vous avez un peu retenu par rapport. Est-ce que ça vous a aidé?
et à mieux peut-être travailler le tableau et qu'est-ce que vous avez retenu. Donc voilà. La parole est à qui veut bien la prendre. Donc, vous n'avez pas lu alors le petit document. Ah, Allô? allô, oui. Mais c'est bien. Oui, c'est Malton. Auteur, oui, Afonsi. Oui. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Effectivement, le petit document qui a été rajouté à l'exercice, ça nous a permis de mieux comprendre les facteurs de risque, surtout c'est approfondi, liés à la personne, à l'enfant lui-même, lié à sa famille et lié à la communauté. Il est bien vrai, dans la communication, ces éléments sont sortis, mais le document nous avait permis de savoir qu'il y a certaines prédispositions de l'enfant qui lui permettraient quand même de mieux vivre ce processus de résilience. Il y a certaines prédispositions liées à l'affection peut-être dont il bénéficie et certaines prédispositions liées à sa capacité d'être réceptif ou bien de rentrer dans la dynamique. Et surtout, sur le côté familial, les parents, il y a certaines situations des parents aussi qui ne favorisent pas l'accompagnement de l'enfant, notamment les parents qui ne sont pas ensemble. Inévitablement, ça doit avoir des répercussions sur la stabilité de l'enfant, pouvoir entrer dans le processus. Les parents alcooliques, par exemple, les enfants orphelins, par exemple, qui n'ont pas de repère en tant que tels, je pense que c'est des facteurs de risque quand même sur lesquels on doit veiller et pouvoir accompagner l'enfant pour qu'il soit vraiment protagoniste tel qu'on est en train de le dire. Donc, ça a permis quand même de remplir plus facilement le tableau quand même. C'est ce que je me dis. Le reste, c'est de savoir si ça a été bien apprécié ou comment. Merci beaucoup, Mautor. Il y a d'autres interventions par rapport au document? Non? OK. Donc, qu'avez-vous retenu du test? D'abord, le test, je pense que c'était juste quelques pages, mais ça a repris un peu tout du début jusqu'au niveau des facteurs, un peu plus ou moins l'historique, plus ou moins la résilience, le processus, et petit à petit, ce que c'est que les facteurs, comme Mautor l'a dit, on retrouve chez l'enfant, on retrouve les facteurs également dans le milieu de l'enfant, dans la famille et dans son environnement. Donc, ces facteurs sont définis comme les ressources qui appartiennent à l'enfant, voilà, comme on vient de le dire, à son environnement ou à l'interaction entre les deux, et qui atténuent l'impact des facteurs de risque. Les facteurs de protection sont définis comme les ressources. Et les facteurs de protection, hein, quand je dis ces facteurs, sont définis comme des ressources qui appartiennent à l'enfant, à son environnement ou à l'interaction entre les deux et qui atténuent l'impact des facteurs de risque. Donc, les facteurs de protection dans le test, comme l'a dit Mautor, c'est des choses qui sont en l'enfant et des choses aussi des éléments qui sont propres à l'enfant et des éléments qu'il a acquis par rapport à l'interaction qu'il a eue dans son environnement et au niveau de sa famille également. Les facteurs de protection atténuent ou annulent les effets négatifs. Les facteurs de protection sont internes et externes à la personne. Ils se retrouvent à 3 niveaux chez la personne. Donc, c'est la qualité de l'enfant dans la famille, dans son environnement ou dans la communauté. Et c'est là qu'on parle d'externe. Le facteur de protection se retrouve interne chez l'enfant et externe quand on parle de l'environnement, de la famille, de la communauté. Là, c'est externe. Donc, c'est les 2 niveaux, c'est les 3 niveaux où on peut retrouver les facteurs de protection chez l'enfant, dans sa famille et dans son environnement. C'est les 3 niveaux.
Voilà. Et également, ces niveaux, au niveau de ces niveaux, il y a une interaction. Donc, ces différents niveaux interagissent les uns avec les autres, et l'enfant, et la famille, et la communauté. Et donc, ça exerce une influence alors sur le développement humain, sur le développement de l'enfant, comme on l'avait dit tout à l'heure, plus haut en parlant de participation et en évoquant le développement de l'enfant. Le processus de résilience en jeu dans l'interaction entre les facteurs de risque et de protection ne se produisent pas dans un équilibre de force. Facteur de risque contre facteur de protection, non, ce n'est pas ça. Dans lequel l'enfant jouerait un rôle passif. Ça revient toujours dans la participation. On revient toujours au niveau de la participation de l'enfant. L'enfant n'est pas là seulement. Il agit. Il a des actions à mener par rapport à tout à ce processus-là, par rapport à cette interaction qui existe. Au fait, le test nous parlait un peu de tout ça. Il y a des éléments, c'est dans le test seulement que je les ai pris pour en parler. Donc, revoyez le document, revoyez le texte qui est très court, mais qui a des éléments très importants, qui résument beaucoup de choses et qui vous permettent de mieux comprendre. Voilà. Maintenant, pour continuer, on va présenter maintenant le tableau. Suite à la lecture de ce document, il y a un tableau qui nous permettait de parler de nos facteurs de risque et des facteurs de protection chez l'enfant, dans l'environnement et dans la famille également. Et également, j'ai rajouté l'institution. Pourquoi j'ai rajouté l'institution? Parce que je me dis, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes une institution. Et l'institution a sûrement des facteurs qui ne permettraient peut-être pas de mettre en œuvre la résilience facilement. Il y a peut-être des facteurs qui ne permettent pas peut-être de mettre à l'aise l'enfant, etc. Et il y a également des facteurs de protection qui nous permettraient peut-être de dépasser tout ça. C'est bien, c'est une analyse que j'aurais voulu qu'on fasse de notre institution, ou bien de nos institutions, de l'institution dans lesquelles nous travaillons. Donc, je vais essayer de repartager l'écran en demandant à Jocelyn, qui est de International Catholic Migration Commission, c'est ça? C'est ça. Voilà. Je vais partager votre tableau à l'écran et vous allez essayer de nous expliquer ou bien de présenter très rapidement le... C'est bon? On voit le tableau? C'est bon pour moi. D'accord. Alors, la parole est à Jocelyn qui va nous présenter son tableau, ou bien le tableau de l'exercice, et on va essayer d'apporter nos petits commentaires dessus, ou bien ce que j'ai dit dessus, et ensuite, on va essayer de voir ce qui est faisable ensemble. OK, merci Alda et bonjour encore, chers collègues. Le travail qui avait été donné, je l'ai conçu alors selon toutes les explications données et selon ma compréhension même faite du sujet. Et au sorti de ce travail, voici quelques éléments écrits. Comme facteur de risque, au niveau des enfants et des adolescents, j'ai précisé ou alors présenté la séparation familiale. J'irai peut-être de manière linéaire par facteur. Donc, j'ai présenté la séparation familiale, qui est un facteur de risque dans un environnement. Bien sûr, quel est le facteur de protection qui permet
pallier cette séparation de risque. Pour moi, j'ai pensé au placement en famille d'accueil au sein de la communauté, les réunifications familiales qui peuvent être faites ou le fait même de vivre pour que l'enfant vive en famille. Et des résultats potentiels qui peuvent être attendus de cela, c'est renforcer le bien-être et une meilleure prise en charge de l'enfant. Bien sûr, le facteur de protection qui est à renforcer dans un tel cas, c'est d'assurer le tracing. Le tracing, c'est la recherche des cas d'enfants en séparation familiale, bien sûr avec le concours de l'entière communauté et des organisations, notamment le CICR, si je n'ai que cité cette organisation ici, pour la recherche hors du pays dans lequel on travaille. Mais si je peux poursuivre à l'interne même, on peut travailler aussi avec les autres organisations locales ou partenaires, organisations internationales. Le deuxième point était la précarité, l'oisiveté d'enfants et d'adolescents en termes de facteurs de risque. J'ai joint cela aussi avec la situation d'enfants de rue, des enfants vivant dans un environnement, je disais, la situation d'enfants de rue, oui, des enfants vivant dans un environnement violent. Ici, il y a la scolarisation comme facteur de protection qu'il faut prendre en compte pour pouvoir pallier ce facteur de risque, ou du moins les formations professionnelles, l'apprentissage à de petits métiers, le vocational training, le life skills, qui peuvent, n'est-ce pas, être des palliatifs pour cela. Bien sûr, je voudrais dire le résultat potentiel qu'il faut attendre, c'est réduire ou diminuer les risques de déscolarisation ou de déperdition scolaire d'enfants de délinquance juvénile. Cela peut se poursuivre en termes de facteurs de protection à renforcer, comme le renforcement des capacités des enseignants qui peuvent avoir un grand impact pour les réponses à apporter pour des facteurs de risque que nous avons dit, ou alors de renforcer même les centres de formation en les dotant en matériel ou en appui didactique, si l'on peut dire ainsi. Et je dirais aussi appuyer les apprenants en kit d'autonomisation après leur formation, afin que, une fois la formation terminée, qu'ils ne replongent plus dans les facteurs de risque. Cela permettrait du moins de pouvoir ne plus rentrer au point de départ. Je prends le deuxième palier qui concernait la famille. Concernant la famille, 2 points ont été mentionnés comme les facteurs de risque. Il s'agit de la pauvreté et du phénomène de sans-abri, ou alors des personnes qui n'ont pas de toit. Et pour cela, il faudrait, comme facteur de protection, appuyer ces différentes familles et parents en activité génératrice de revenus, bien sûr, en intégrant ce que précisait Alda déjà, la participation même des parents, mais la prise en compte de ce qu'ils ont déjà comme activité, et eux-mêmes donneront peut-être la ligne à tenir sur l'activité qui s'y est pour n'est-ce pas, aller de l'avant. De même, comme résultat, c'est renforcer les moyens de subsistance de la famille. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour davantage renforcer? C'est renforcer justement les capacités des parents en gestion, création des coopératives communautaires pour n'est-ce pas, produire un effet de groupe, parce qu'ensemble, on peut davantage mieux faire et affronter des réalités pour, n'est-ce pas, aider le plus grand nombre. Sur le plan environnement, entourage des enfants, école, voisinage, comme facteur de risque, je parlais de l'insuffisance ou de l'absence de latrines, d'eau potable ou de prostitution. Et ici, comme facteur de protection pour ce cas cité, on pourra faire la séparation de latrines pour les filles et les femmes, de même que les garçons hommes. Donc les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Et cela pourrait, on peut le dire, on peut comment dirais-je, on peut, n'est-ce pas, le préciser en termes de résultats potentiels, comme les filles et les garçons ont des toilettes séparées. Et
comment faire pour renforcer cela? C'est la mise en place. On peut le renforcer aussi par la mise en place des comités au sein de la communauté, des comités WASH et même des comités protection qui peuvent assurer le suivi des infrastructures ou alors des éléments mis sur pied pour davantage créer cette ségrégation de toilettes pour filles et garçons. Enfin, pour l'organisation, pour notre organisation, j'ai noté une insuffisance de travailleurs sociaux pour le soutien psychosocial et le case management, car le Burkina étant très vaste, il y a tellement de choses à faire. Et ici, entre autres, j'ai pris Burkina juste un exemple. Hein. Ici, entre autres, comme facteur de protection, c'est le renforcement des capacités du personnel en prévention et excusez-moi pour l'anglais qui ne fait que vouloir venir, de prévention sur l'exploitation et des abus sexuels et ainsi que la protection de l'enfance. Et comme résultat attendu, le personnel est bien formé à assurer le suivi et la coordination des activités, même à distance. Cela aiderait davantage à résoudre ce problème d'insuffisance qui, lorsqu'on peut, n'est-ce pas, à distance, faire des suivis et la coordination. Et pour renforcer l'idée donnée, nous pourrons utiliser les volontaires communautaires pour assurer la mise en œuvre des activités au sein de la communauté. Cela permettrait de ne pas toujours se déplacer ou d'avoir quelqu'un toujours figé à un endroit bien précis, mais dans la communauté, des volontaires peuvent être pris avec des capacités renforcées. Ils pourront, n'est-ce pas, être le bras long de cette mise en œuvre au sein de la communauté. Over, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci à Jocelyn pour la présentation de son tableau. Et voilà présenté rapidement et bien le document de Jocelyn. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a une intervention par rapport à ce qu'on a lu et par rapport à ce qui vient d'être fait, avant que moi-même je n'intervienne? Bon, c'est Désiré Groupe Jérémy, je ne sais pas si vous me suivez. Papa Désiré, oui. Oui, concernant la pauvreté, de plus en plus, nous pensons que le bâton magique de la pauvreté, ce sont les AGR. Or, toutes les familles ne sont pas aptes à la bonne gestion des AGR. Et très souvent, ces AGR sont lancés sans une étude socio-économique de l'environnement socio-économique du milieu. On leur donne les moyens, mais on n'a pas pu étudier avec eux. Il y a même la non-élaboration du business plan pour qu'on voit si aujourd'hui nous sommes à ce stade, on peut arriver à tel stade, quel type de produits peuvent être vendus, etc. Donc, j'aimerais qu'on comprenne bien la chose et qui place les familles dans cette grande pauvreté. Et là, il y a des actions de lobby à mener vis-à-vis de l'État. Parce que l'État est le père de tout le monde et est dans l'obligation d'appuyer les familles pour pouvoir faire grandir les enfants dans des conditions optimales. Et ici à RDC, on parle de MOSSO, mutuelle de solidarité, où les gens se font de l'argent et il y a des caisses d'aide, il y a des caisses de prêts, etc. Ce sont des petites formules qui ont aidé, mais qui ont quand même des limites aussi. Ça, c'est un. Et deuxièmement, en parlant de l'entourage de l'enfant, Jocelyn insiste sur l'absence de la tri. C'est peut-être la réalité de son milieu. Mais l'entourage de l'enfant est vaste. Et séparer seulement les latrines, est-ce que serait la solution pour cet entourage? Je ne sais pas pourquoi il s'est accroché à ça. Et pour ce qui est de l'organisation, bon, je suis content qu'il parle de volontaires dans la communauté. Ça signifie que l'organisation doit appuyer et renforcer les capacités des volontaires dans la communauté. Nous avons par exemple aujourd'hui des comités de protection de l'enfant dans la communauté avec des attributions bien précises et qui aident les enfants en situation difficile, les enfants victimes de violences.
Merci beaucoup. J'avais fermé mon micro. Merci, Papa Désiré. Ma question va être beaucoup plus encore portée sur facteurs de risque, facteurs de protection. Là, ils nous ont donné, Jocelyne nous a donné des facteurs de risque et des facteurs de protection. Comment est-ce que vous trouvez ces facteurs de protection? Comment est-ce que vous trouvez ces facteurs de protection? C'est à moi que la question est posée. Non, non, pour tout le monde. Elle est générale. Votre intervention, je pense qu'on l'a tous compris. C'était pas une question, c'était une intervention, je pense, qui était bien, voilà. Bon, on va peut-être, oui, il y a, C'est Cold. oui, Cold, voilà, merci. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être intervenir par rapport aux facteurs de risque et de protection, tels que nous venons de les lire dans les tableaux. Moi, j'ai un petit commentaire. Hein, je vais partir d'un cas énuméré dans les tableaux. Par exemple, pour l'enfant, la séparation de parents. Effectivement, la séparation des parents, c'est l'un des facteurs de risque pour cet enfant-là. Maintenant, je pars au niveau des facteurs de protection. C'est là où il faut mener maintenant beaucoup d'analyses. Quelque part, ici, on dit placement en famille d'accueil. Oui, on peut placer la famille d'accueil parce qu'ici, il faut viser toujours l'intérêt supérieur de cet enfant. On peut placer cet enfant dans cette famille d'accueil. Est-ce que la famille d'accueil étant un milieu de protection de l'enfant, est-ce que nous nous rassurons que cette famille, c'est un milieu vraiment bien traitant pour qu'il devienne vraiment un facteur de protection? Et de deux, la réunification familiale, vivre en famille, ça, ce sont des aspects. Mais de l'autre côté, pour qu'il soit vraiment des facteurs de protection, nous devons quand même nous rassurer par rapport à cette famille, par rapport aux parents, aux responsables. Est-ce que dans cette famille, il y a cette unité? Dans cette famille, il y a le dialogue. Dans cette famille, donc il y a plusieurs aspects que nous devons analyser à fond pour qu'il devienne vraiment un facteur de protection pour cet enfant. Parce que nous sommes en train de voir quels sont les facteurs de protection pour cet enfant. On peut mettre la famille comme ça, bien, c'est une bonne chose, mais on peut penser que c'est un facteur de protection. Or, en regardant ou bien en analysant en fond, on constate que c'est un facteur de risque pour cet enfant. C'est là où je voulais peut-être, pour analyser les deux là, facteurs de risque et facteurs de protection, il y a d'autres analyses qu'on fait à l'intérieur juste pour évaluer et pour juger aussi l'intérêt supérieur de cet enfant-là. Allô? Oui, allô? Allô? Je peux? Okay, merci. Allô? Oui, allô, c'est Marc, bien sûr, Togo. Marc, oui. Plaisir. Merci. Je voulais aussi apporter quelques éléments par rapport aux facteurs de risque et de protection comme énuméré dans le tableau. D'abord, pour dire que le risque, elle est partout. Elle est partout. Il n'y a pas de risque zéro. Ce qui veut dire que la famille, d'abord, est le premier lieu de protection de l'enfant. Et c'est l'idéal. Donc, la famille est avant tout protecteur. Maintenant, les individus qui composent la famille peuvent constituer des situations de risque ou bien de protection aux enfants s'ils n'arrivent pas à comprendre leur rôle et responsabilité et qu'ils n'assument pas cette responsabilité vis-à-vis de l'enfant en termes de protection. Mais toutefois, vivre séparé de sa famille et vivre dans sa famille, il y a une nette différence. Un enfant séparé de la famille est plus à risque que celui qui est dans sa famille. Parce que, étant séparé de la famille, tu n'as plus cet entourage qui te protège, cet entourage qui veille sur toi, cet entourage qui prend soin de toi. Donc, tout ça, ce sont le fait qu'il n'y a pas ces éléments qui protègent, qui accompagnent, fait que l'enfant est à risque. Et la séparation
de la famille devient maintenant un facteur de risque. Alors que s'il est dans la famille, il est protégé, il est soigné, il est aimé, il est accueilli, il est écouté, on veille sur lui. Donc, c'est vraiment, voilà pourquoi, en travaillant à la résidence, on renforce aussi la famille et pour qu'elle puisse vraiment, véritablement assumer son rôle de protection des enfants. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci à Marc et merci à toutes les personnes qui ont intervenu pour cet exercice-là. Donc, moi, ce que je veux un peu dire par rapport à ce tableau, vous avez beaucoup plus parlé du fond. Moi, je vais aller encore un peu plus sur tout le tableau en général. Donc, c'est bien. C'est vrai que les facteurs de risque, séparation familiale peut constituer un facteur de risque, la précarité, etc. OK. Mais j'ai eu l'impression, en lisant le tableau, si Jocelyn peut me démentir, au niveau des facteurs de protection, ça a été beaucoup plus des activités. C'est comme si, et je sais pas, le placement en famille, c'est ce que vous faites par rapport au risque qu'il y a. C'est des activités. Et puis, j'ai eu l'impression, et il a même dit, il a pris de façon linéaire, à chaque facteur de risque, il y a eu des facteurs de protection. Ce que je veux faire comprendre par là en le mentionnant, comme on l'a dit au début, ce n'est pas parce qu'il y a un facteur de risque là que forcément, je sais pas, le facteur de protection, un seul facteur de protection peut atténuer beaucoup de facteurs de risque, c'est ce que je veux dire. Un seul facteur de protection peut atténuer beaucoup de facteurs de risque. Il ne faut pas qu'on a dit 50%, 50%. C'est pas 50%, cela ne veut pas dire que quand j'ai un facteur de risque, je cherche forcément, parce que j'ai vu ça dans d'autres tableaux, je cherche forcément, et en cherchant, c'est des activités que vous mettez à la place des facteurs de protection. C'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup d'exercices, enfin les exercices que j'ai eus. Et donc, quand on prend ici même appuyer séparation des latrines pour les séparations de latrines pour filles, femmes, etc. C'est ce que vous voulez faire. Mais il y a une insuffisance, absence d'eau, etc. C'est un risque. Par rapport à ce risque-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'environnement possède? Qu'est-ce qui peut vous aider dans l'environnement, dans cette communauté, pour vous aider à pallier ou à surmonter, voilà, cette difficulté-là, etc. La pauvreté, c'est vrai, c'est un facteur de risque. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau des familles, au niveau de la communauté, qui peut vous aider à pallier à cela, à surmonter? La pauvreté, elle est là. On ne peut pas, l'institution ne peut pas, supprimer ou éradiquer la pauvreté. Mais comment aider ces familles? À part, bien sûr, l'AGR, comme je l'ai dit. L'AGR, même des fois, il y a l'AGR, mais ça n'aide pas, comme l'a dit Papa Désiré. Parce que les potentialités ou les éléments qui sont là pour aboutir à ça ne sont pas là. Et il y a peut-être d'autres choses. Voilà. C'est ça. Tout ce qui a été un peu dans la... Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Est-ce que si vous comprenez ce que je suis en train de dire? Appuyer les familles, c'est des activités. Et puis, bon, voilà. Quand on prend l'autre colonne sur les résultats, j'ai beaucoup plus d'objectifs. Réduire, renforcer. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, il faut Très faire bien, on attention. te suit 5 sur 5. Oui, il faut faire vraiment attention. Jocelyn, je ne sais pas si vous comprenez, vous avez compris ce que j'ai dit un peu par rapport au tableau. Ouais, Alors, je le suis, j'ai suivi. Très Ouais, bien. ouais. oui, 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 Marc. en fait, si je résume un peu ce que tu dis, c'est que un facteur peut contribuer à plusieurs choses, ou bien
ou bien une réponse peut contribuer à résoudre plusieurs facteurs, bien à réduire un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une présentation linéaire pour dire ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Mais ça peut être des ramifications, bien avoir des liens entre les choses, si c'est ça. Oui, il peut y avoir des liens. Les facteurs de protection, ce que je veux dire, c'est que, Oui. par exemple, on peut avoir un seul, peut-être même si on parle de pauvreté, alors un peu plus bas peut-être, je donne un exemple, quand on parle peut-être de pauvreté, on ne peut pas agir sur la pauvreté, on est d'accord, c'est ça et là, c'est l'adversité qui est là, c'est les difficultés qui sont là. On ne peut pas agir dessus, mais on peut peut-être accompagner les familles, la communauté par rapport aux ressources qu'ils ont, à être résilients, à aller au-delà malgré cette pauvreté, à aller au-delà. Donc, on a essayé d'accompagner les familles, etc. Mais cet accompagnement que nous allons faire, si la famille s'en sort, on n'aura peut-être pas juste cette découverte de ressources de la communauté, etc., agir sur d'autres facteurs de risque, tels que peut-être même les séparations familiales, tels que peut-être même les enfants qui ne sont pas là, etc., qui partent pour aller trouver des situations meilleures, etc. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est juste le côté des ressources des parents pour les appuyer à s'autosuffire, à essayer de prendre ce qu'ils ont en main, qui nous a permis aujourd'hui peut-être de permettre à ce que ces enfants ne le quittent pas, de permettre à ce que sa femme ou bien lui ne se sépare pas. C'est un exemple que je suis en train de donner. C'est juste pour vous donner l'idée de ce que je veux exprimer. La scolarisation ou bien la construction d'une école peut-être peut aider. On a découvert que, bon, voilà, les enfants quittent, etc. Les enfants, voilà, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas une école. Maintenant, OK, il n'y a pas d'école, etc. Comment allons-nous mettre ça en place? Est-ce que c'est vraiment le besoin? Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça va se faire? Comment la communauté peut nous aider à mettre cette école en place? Comment la communauté va participer? Comment les enfants eux-mêmes, etc. Peut-être qu'à partir de juste cet élément qu'on a pu, ces ressources qu'on a découvert au niveau c'est un problème, mais en même temps, on a découvert que il y a des potentialités au niveau de la communauté qui peuvent nous amener à créer cette école, etc. Et on est arrivé à ça. Quand on est arrivé à ça, cette solution a permis, ce renforcement a permis de garder certains enfants dans leur lieu, dans leur communauté, etc., etc. J'avais compris. Peut-être que je ne m'exprime pas bien. Si il y a eu des questions, il faut les poser pour que je puisse mieux expliquer. Allô, Alda? Oui. Oui, mille merci pour ces explications. Moi, j'aimerais davantage que tu ailles peut-être sur le plan de données, par exemple, de prendre un exemple, voilà, merci, d'un facteur de risque, d'un facteur de protection, d'un facteur de résultat attendu et puis d'un facteur de protection à renforcer. Peut-être un exemple pareil, d'une manière linéaire, peut aider davantage à comprendre toutes ces explications. Bon, on parle peut-être déjà des enfants. Quand on dit séparation familiale, quand vous mettez placement en famille, c'était quoi? C'est une activité ou c'est juste là? C'est une activité, non? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai ressenti dans le tableau là. Au fait, au niveau des facteurs de protection, c'était juste toujours des activités. Mais avant d'arriver aux activités, est-ce qu'on ne peut pas trouver, bon, par exemple, moi je dirais, OK, séparation familiale. OK, je suis d'accord qu'il y a peut-être des familles d'accueil qui sont là. L'élément de la communauté, c'est que dans la communauté ou au niveau ça c'est au niveau de la communauté même en plus, la séparation familiale constitue un risque pour l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant peut faire? Quel est le facteur de protection de l'enfant ici? La famille d'accueil. La famille d'accueil constitue son facteur de protection. On est d'accord? Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire on possède l'institution dans la communauté à des familles d'accueil qui peuvent récupérer ces enfants, etc. Mais ces familles d'accueil, ils ont quoi?
quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'ils ont qui permet de dire qu'ils sont une famille d'accueil. Il y a les parents, il y a le papa, maman, ils sont aptes, ils sont, etc., etc. Ça, c'est des ressources, ça, c'est des choses qu'on va développer par rapport à ces familles d'accueil-là. Maintenant, vous avez mis résultats potentiels attendus, renforcer le bien-être et une meilleure prise en charge de l'enfant. OK, le bien-être de l'enfant est renforcé et il est pris en charge. D'accord. Maintenant, le facteur de protection à renforcer, c'est quoi? C'est la famille. Parce que c'est la famille qui est le facteur de protection, la famille d'accueil. C'est cette famille qu'il faut renforcer. Ouais. Parce qu'on a dit le facteur de protection à renforcer. Donc, c'est la famille d'accueil qu'il faut renforcer pour que l'enfant puisse avoir le résultat que vous souhaitez. D'accord. Vous voyez un peu? Ouais, je vois. Voilà. Mais quand on prend le tableau, là, il y a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire c'est vraiment des actions, des activités que je vois. Mais c'est quoi les facteurs? Qu'est-ce qui constitue un facteur pour vous de protection pour vous? Quand on parle en plus bas, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des communautés. Il y a des communautés, des volontaires. Ça veut dire que là où vous ne pouvez pas y aller, ces communautés-là, ces volontaires communautaires-là constituent pour vous le facteur de protection, le facteur qui vous permet d'avancer. On est d'accord? On est d'accord. Ouais. Mais quand tu me dis former le personnel en protection de l'enfance, c'est une activité. Vous voulez former parce qu'il y a, bien sûr qu'il y a une insuffisance, il y a peut-être quelque chose, mais vous voulez les former. C'est un objectif, c'est quelque chose qui va se faire. Mais c'est quoi est-ce qu'ils sont déjà formés? Non. Non, il y a une insuffisance dans la logique des idées. Il y a une insuffisance de travailleurs sociaux. Alors, pour qu'on puisse combler le gap, il faudrait pouvoir former ces travailleurs sociaux à couvrir même des zones dont ils ne sont pas, dont ils ne travaillent pas autant pour moi, c'est-à-dire en coordination, en suivi, à distance, comme je le précisais. C'est l'idée, en fait. Voilà. Aujourd'hui qu'il y a cette insuffisance, quel est le facteur qui constitue pour vous un facteur de protection alors qu'il y a une insuffisance? Je pense que c'est les volontaires communautaires, là. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, au temps où nous sommes aujourd'hui, il y a cette insuffisance. La formation, c'est un projet, c'est une activité qui va se faire, c'est un objectif qu'on veut atteindre, c'est quelque chose qu'on veut faire plus tard pour pouvoir pallier à cette insuffisance, sûrement. Mais aujourd'hui que nous sommes là, qui a cette insuffisance, quel est l'élément qui constitue pour moi un facteur de protection pour que je puisse avancer malgré cette insuffisance-là? Les volontaires communautaires. Là, ça se comprend. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'exercice, au fait. OK. Ça va? Mais attends, j'avais une question. Oui, on va aller sur le second tableau parce que j'ai voulu quand même qu'il y ait deux présentations. Et ensuite, on continuera les débats facilement. D'accord? Ne soyez pas déçus, on va y aller. Voilà. Je crois bien que c'est, si je ne me trompe bien, sur la deuxième présentation. Là, c'est le tableau de ADPJF. Oui. Si je ne me trompe. Donc, je donne la parole rapidement à Mautor, mais Mautor va nous présenter juste, on laisse le côté enfant ou famille pour aller plus vite. On prend juste un des cadres, soit l'enfant, soit famille ou communauté, ce que tu préfères toi. On prend la famille. OK. Bon, non, on prend la famille, ça peut aller. D'accord. Donc, à mon niveau, oui, bonjour à tous et merci pour tout ce qui se fait. Et à mon niveau, comme facteur de risque au niveau de la famille, j'ai trouvé le divorce des parents ou bien le parent qui est malade, les conflits et les querelles qui peuvent exister dans la famille parce que quand la famille n'est pas stable, il n'y a pas la sécurité, tout cela
affecte l'enfant. J'ai mis parents alcooliques, parents insouciants des problèmes des enfants, parce que nous le vivons dans nos communautés. Le parent est là, mais il a des enfants, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la survie, le développement, l'éducation des enfants, ce n'est pas leur problème. Il y a l'extrême pauvreté aussi des parents, où il est bien vrai, on l'a si bien dit, que quel que soit le degré de la pauvreté, la famille doit avoir des ressources sur lesquelles elles peuvent se baser pour mieux répondre aux besoins des enfants, mais des fois c'est compliqué. Donc c'est pourquoi on a parlé de l'extrême pauvreté. Donc c'est ce qu'on a pu retenir ici comme facteur de risque. Mais les facteurs de protection qui contribueraient à l'enfant de mieux rentrer dans la dynamique de la résilience, nous avons trouvé les parents stables et responsables, puisque de l'autre côté, s'ils sont irresponsables, ils ne répondent pas aux besoins ici, comme facteur de protection sur le parent stable, s'il est responsable, c'est qu'il est prêt peut-être à rentrer aussi dans la dynamique où cette situation va permettre à ce qu'on puisse bien suivre le processus de résilience. Parents affectifs et protecteurs des enfants. Parents affectifs pour dire que quand l'enfant vit un problème, il va falloir que le parent soit présent, qu'il développe une certaine affection au niveau de l'enfant et pour pouvoir participer aussi au travail de résilience amorcé avec la famille. Il y a parents disposant du minimum pour la survie des enfants. Donc, c'est un peu le contraire de l'extrême pauvreté dont on avait fait mention antérieurement au niveau des facteurs de risque. Donc, au niveau des résultats attendus, la Oui, colonne, résultat attendu. Résultat attendu. Donc, famille prête à soutenir l'enfant dans sa dynamique d'évolution malgré la présence des problèmes. Pour dire que nous n'avons pas pris ici un problème, une situation isolée, mais si on dit la famille est prête à soutenir l'enfant dans sa dynamique d'évolution malgré la présence des problèmes, ce qui voudrait dire que sur tous les plans, tout ce qui va concourir à ce que l'enfant soit résilient, à ce que la famille comprenne ce qu'est résilience, ils sont des acteurs. La famille est une actrice dans cet accompagnement pour pouvoir être dans la dynamique. Donc, c'est ce à quoi on a parlé. Donc, si la famille est prête, je pense que ça va aider à répondre, à trouver beaucoup de solutions par rapport à la situation, difficulté que vit l'enfant. Et enfin, la dernière colonne, il y a appui, c'est ce qu'il faut maintenant pour le tableau tel que renforcer la protection, les facteurs de protection à renforcer. Oui, facteurs de protection à renforcer. Donc, appui pour une meilleure connaissance des notions de l'accompagnement basé sur la résilience par les parents aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de la formation. Mais il faut que dans l'accompagnement, les parents, des fois, quand ils nous voient acteurs de protection, des responsables d'associations et d'ONG, ils sont là. Les vieilles habitudes, c'est qu'on est des donneurs de biens en quelque sorte. On est là pour donner. Eux sont là pour recevoir. Mais le processus de résilience, la résilience telle que nous le comprenons aujourd'hui, eux aussi doivent rentrer dans la dynamique et savoir qu'ils ne vont pas être là de façon passive et que ce soit l'acteur de protection qui apporte quelque chose, mais ils sont des protagonistes, des acteurs aussi pour accompagner le processus. Donc, c'est un peu ce que nous appui pour une meilleure connaissance des notions d'accompagnement basées sur la résilience. Donc, c'est un peu... Merci, Mauto. Merci, oui. J'ai voulu juste qu'il y ait des présentations un peu par vous-même parce que ça me permet de mieux voir l'idée ou bien l'atmosphère ou la manière dont vous avez compris la chose et comment ça s'est passé. Parce que c'est ce que je ressentais dans en lisant les tableaux était
réellement véridique. Donc, effectivement, là, ce qui s'est passé ici, en général, c'est que Maoto, tu as fait facteur de risque, facteur de protection, contraire de facteur de risque. C'est ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a développé au niveau des facteurs de risque et au niveau de la protection, c'est le contraire. C'est-à-dire que s'il y a ceci, le contraire, ça va être ça, pour que ça puisse avancer. S'il y a ceci, le contraire, ça va être ça, pour que ça puisse avancer. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a un facteur de risque et que le facteur de protection est le contraire de l'autre. Si la famille n'est pas correcte, il faut que, s'il y a une responsabilité, il faut rendre les parents responsables, il faut faire ceci. Non. Qu'est-ce qui est dans la famille qui, aujourd'hui, par rapport à cette difficulté, permettrait qu'il y ait une évolution, permettrait qu'il y ait un développement, permettrait que le processus de résilience se mette en place pour que l'enfant puisse se sortir de tout ça malgré ces difficultés. Si tu dis parents stables et responsables, comment tu vas les rendre stables et responsables? Ce n'est pas facile. Si tu dis, ou bien, ce n'est pas facile. Si aujourd'hui, tu as des parents qui sont séparés, est-ce que tu peux les réunir? Ce n'est pas facile. Tu ne peux même pas. Peut-être même leur séparation est mieux pour l'avenir de l'enfant. S'ils sont là à se battre, à se mettre en difficulté tout le temps devant l'enfant et que ça doit causer un problème pour l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, si même l'enfant dit aujourd'hui que moi, je veux que mon papa et ma maman se retrouvent, est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Non. Mais est-ce qu'on peut trouver au moins des moyens, d'autres éléments pour que l'enfant puisse s'en sortir malgré que les parents soient séparés? Le papa alcoolique, comment est-ce que tu peux faire? Quel est le projet qui va te dire, va amener ce papa-là au centre alcoolique pour se désintoxiquer, etc. Est-ce que tu as les moyens de les faire? C'est un risque qui est là, c'est vrai. Mais parce qu'on ne peut pas agir sur les risques. Comme on le dit, la résilience, des fois, c'est des risques qui sont là. Malgré l'adversité, il faut que l'enfant avance. L'enfant, papa alcoolique, l'enfant ne peut rien faire, peut-être il est là-dessus. Mais comment? Qu'est-ce qui est dans la famille aujourd'hui qui peut aider cet enfant? Peut-être qu'il y a un autre oncle quelque part, il y a autre tante, il y a une tante quelque part, etc., qui peut nous permettre d'avancer. Mais là, dans le tableau, ce que j'ai vu, c'est le contraire de l'autre et le contraire de l'autre, ainsi de suite. Et quand on n'arrive pas, ça c'est pour tout le monde, c'est général, quand on n'arrive pas à bien déterminer les facteurs de protection, on ne peut pas mener des actions, on ne peut pas agir, on ne peut pas définir des résultats qui seront concrets avec ce qui se passe. On ne peut pas, c'est compliqué. Il faut bien trouver les facteurs de protection par rapport à la situation. D'abord, il faut bien étudier la situation de l'enfant. Donc, par rapport à ça, découvrir les facteurs de protection et avec l'enfant. Et c'est en agissant maintenant sur ces facteurs que nous pouvons avoir des résultats et renforcer. Donc, si on ne découvre pas bien les facteurs de protection, on aura du mal à avancer. J'avais vu Cold qui avait levé la main. Est-ce que je lui donne la parole et on va essayer d'avancer? Merci beaucoup, Alda. Merci. Vous avez déjà dit ce que je voudrais peut-être dire pour éclaircir par rapport à ça. Non, non, Merci. moi, ma question persiste, Alda. Oui, Parce que pas désiré. vous dites que notre ami, moi, j'étais heureux de voir les facteurs de protection qu'il proposait. Bon, alors, je ne sais pas si vous pouvez me donner un seul facteur de protection qui engloberait tout ce qu'il a voulu dire par rapport au divorce, par alcoolique, etc. Parce que la tendance, c'est cette opposition-là que vous refusez, alors qu'en réalité, si les parents sont stables et responsables, l'enfant a la chance de s'épanouir. Bon, vous dites aussi que il faut trouver d'autres moyens pour faire évoluer l'enfant qui ne soient pas les contraires des facteurs de risque. Lesquels, par exemple? Donc, en tout cas, je suis dubitatif par rapport à cette explication donnée aux facteurs de protection. Papa désiré, on est d'accord que parents alcooliques constituent un facteur de risque pour l'enfant.
Donne-moi un facteur de protection par rapport à la famille, par rapport à ce facteur de risque-là. Quel serait un facteur de protection à ton avis? Parents alcooliques, Oui, quel serait un facteur de protection? oui. Oui, ben, ça signifie euh, Parents non alcooliques? non, non, parents responsables. Ça englobe tout ça. Même pas responsable, il peut prendre sa bière, mais il sait qu'il a des responsabilités en famille. Y a-t-il pas des parents qui boivent, ben, peut-être qu'ils sont alcooliques, c'est vrai que ça ne trouve pas, mais qui essaient de faire le nécessaire pour leurs enfants, de voir, etc. et tout ça. Parents responsables? C'est quoi Oui, le parent parents responsable? responsables. Vous dites? C'est quoi un parent responsable? Non, ça signifie il prend sa famille en charge, il prend ses enfants en charge, il suit leur éducation, il les accompagne dans tout ce qu'ils ont comme initiative. C'est quelque chose de commun. Il y a Emmanuel qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Oui. Merci. Je crois que le facteur de protection, puisque Mhm. on dit parents alcooliques, Mhm. la question que je me pose, c'est est-ce que ce sont les deux parents qui sont alcooliques? Si c'est seulement le père qui est alcoolique, donc la mère peut être un facteur de protection pour l'enfant, parce qu'on ne peut pas préjuger déjà que la mère sûrement est alcoolique. Donc du coup, dans une telle situation, un des parents peut être un facteur de protection pour l'enfant. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est le contraire de l'autre? Non, non, pas forcément le contraire de l'autre. Voilà, c'est ce que je veux amener à comprendre, que ce n'est pas le facteur de risque, le facteur de protection n'est pas le contraire du facteur de protection, parce qu'on a tendance effectivement à faire ça. Alors qu'il faut creuser. C'est ce que je veux vous amener à comprendre, au fait. Il faut creuser. Je ne sais pas si Papa Désiré me suit. Oui, je suis en train de suivre, oui, Voilà, parce que il faut ça creuser. m'intéresse trop. Il faut creuser. Quand on dit l'extrême pauvreté des parents, quel serait un facteur de protection? Il faut chercher. Oui, J'avoue que c'est un facteur de risque. Mais il faut oui, chercher maintenant le facteur de protection, qui n'est pas forcément rendre le papa riche. Parce qu'on a oui. on a des familles qui sont bien aisées, qui travaillent, les deux parents travaillent, ils sont bien aisés, Et les enfants n'ont mais pas la les bonne enfants n'ont éducation. pas, ou bien les enfants ont des difficultés. Oui. Voilà. Non, ça signifie bonne gestion des ressources familiales disponibles. Il faut chercher. À chaque enfant, comme on l'a dit, à chaque enfant, un processus. Et les processus sont différents selon les situations, selon l'environnement, selon l'enfant, etc. Donc, attention. Parce qu'il y a une interaction. Et c'est ça le nœud de tout. D'accord? Et il faut bien identifier. C'est l'identification qui nous pose des problèmes. Et c'est pour ça que des fois, pour faire des plans d'intervention, des actions à mener, ça devient un peu compliqué. Donc, voilà un peu pour cet exercice. Donc, on revient sur le cours. Alda, Oui. est-ce que je peux Oui. présenter des questions que ce sont dans les chats? Ah, d'accord. Oui, oui, il y a des questions dans le chat. D'accord. Oui, voilà. Ok. Je peux partager l'écran. Tu peux lire directement. Ce D'accord. sont les questions à suivre. Ok. Donc, je vais essayer de ne pas partager, moi, de options échange. Ok. Tu peux voir l'écran? Oui, oui, j'ai Ok. vu l'écran. Quant Ok. à la participation de l'enfant, il y a des opportunités qu'offre le milieu ainsi que les aptitudes de l'enfant. Si l'enfant est très ambitieux dans ses aspirations, l'orienter dans le choix définitif d'une âge, par exemple, est-ce une façon de limiter sa participation?
Non, je ne dirais pas qu'on limite, on l'oriente, c'est une orientation. Quand on oriente, ça veut dire qu'on n'impose pas. Si c'est son choix de faire une AGR, on l'oriente. Si c'est son choix, donc ça veut dire qu'il a une décision. Il a choisi l'orienter dans le choix définitif d'une AGR. Si l'enfant est très ambitieux dans ses aspirations d'AGR, il a des aptitudes d'AGR, c'est ce qu'on a. S'il a ces aptitudes et que nous découvrons qu'il a ces aptitudes-là, pourquoi ne pas l'accompagner dans ça? Surtout que des fois, on est face à des enfants qui ont déjà peut-être trouvé des moyens de subsistance et qui aller les remettre dans une situation où il n'y a pas de quoi vivre, c'est compliqué pour eux. Si c'est possible, pourquoi pas? On l'oriente. On a bien dit orienter. On n'impose pas. S'agissant de l'enfant en rupture familiale, rien n'est dit sur les ressources intrinsèques de l'enfant pouvant l'aider à sortir de cette situation. C'est une question? Est-ce qu'il y a Joseph veut compléter? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, je disais ceci. Joseph, là, c'est mieux. 5 sur 5. Oui, lorsqu'il y a eu la discussion de tout à l'heure, Oui. s'agissant des facteurs, des risques, des facteurs de protection. Lorsqu'on parle d'un enfant en rupture familiale, oui. Et d'emblée, il y a comme facteur de protection. Et moi, oui, je me dis, mais par rapport à l'enfant, mais rien n'est dit par rapport au détenu, comment il a sorti de cette sorte de rupture familiale. Ça dépend des raisons qui l'ont poussé à vivre en séparation ou en rupture avec sa famille. Peut-être c'est parti de lui-même. Maintenant, parmi les options, sa famille d'origine, l'enfant peut être placé en famille d'accueil. Au niveau des facteurs de protection, moi, j'aimerais bien qu'on parle plus des ressources de l'enfant qui, pendant des entretiens de discussion, vont nécessairement l'aider à trouver un facteur de protection qui convient parce que chaque enfant constitue un cas. Mais dire d'emblée, placement en famille d'accueil serait déjà un facteur de protection. Oui, une des possibilités, parce que ce qui est facteur de protection pour l'enfant X peut ne pas l'être pour l'enfant Y. Ça, je crois qu'on est d'accord. Oui. Mais alors c'est pourquoi j'ai dit, la discussion de tout à l'heure, il n'y a pas des alternatives tout à fait figées. De dire si on fait ça, ce serait carrément facteur de protection. Si on fait cela, ce serait pratiquement facteur de protection. Donc, il faut relativiser, il faut contextualiser les faits. C'est pourquoi j'ai voulu évoquer ça. Quand on dit placement en famille d'accueil, sans parler des ressources dont dispose l'enfant dans ces entretiens-là et dans les choix qui vont être opérés, là, c'est comme si vous parliez tout à l'heure des actions et non de facteurs proprement dit de protection. C'est ça. OK. Merci, Joseph, pour l'intervention. C'est tout à fait clair. Je sais pas, c'est ça. Il y a les ressources. Non, l'enfant même, on l'a très bien dit au début, que les facteurs de protection de l'enfant, il y a l'enfant lui-même qui a des potentialités, qui a des trucs qui lui sont propres, et il acquiert aussi des choses autour de lui, etc. Et autour de lui, il y a des éléments aussi qui lui permettront d'avancer. Et donc, on avait donné les 3 niveaux, l'enfant, la famille et également l'environnement. Donc, c'est sûr que les facteurs de protection se retrouvent dans tout ça, et de ces facteurs de ces facteurs de protection vont découler des ressources qui vont nous permettre de savoir. Et à chaque enfant, on ne peut pas dire que quand je le fais pour A, c'est pareil pour B. Voilà, ça c'est très clair. C'est clair. On a juste pris un exemple par rapport au tableau qui était là et on a essayé de discuter dessus un peu, c'était tout. Oui, ça suit. Bon, je n'ai pas compris. Une préoccupation, est-ce possible que Alda, par ex, fasse des commentaires sur le travail de chacun, surtout que les environnements sont différents? À
À mon humble avis, cela pourrait aussi nous édifier. Oui, oui, j'ai fait un commentaire sur tout enfin, les travaux que j'ai reçus. J'ai fait un commentaire dessus. À la fin du cours, je renvoie comme j'ai fait pour l'autre. Pour le premier atelier, j'ai envoyé un retour à tout le monde, toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs documents. Donc, ce travail-là également, je vais renvoyer les documents avec les commentaires dessus. Donc, ça va se faire. Donc, voilà. OK, c'est bon. Il y a Cold qui veut prendre la parole. Cold, oui, tu as la parole. Oui, oui. Oui, je m'excuse un peu, Alda. Je voulais peut-être revenir à la préoccupation de Cécile. Bon, on vient d'enlever la question. Il y a Cécile qui a posé une question. Par rapport à ça, j'avais une petite proposition. Je ne sais pas si ça ne va pas peut-être perturber le programme pour la séance prochaine. Pour bien peut-être comprendre tout ce que nous venons de dire ici, et pour que nous ayons aussi donc des idées communes, est-ce que y a-t-il pas moyen que juste après l'atelier d'aujourd'hui, qu'on puisse aussi, qu'on arrive à faire juste à présenter, que chaque organisation puisse présenter peut-être un cas par rapport à la catégorie. Et sur base de ce cas-là, on identifie certains éléments qui constituent le facteur de risque, le facteur de protection par rapport au cas et les différentes ressources. Là, moi, c'est le point de vue. Peut-être ça peut encore édifier davantage. Et lors de la présentation de l'atelier suivant, on peut commencer par ça. On peut peut-être prendre deux cas et sous forme de récapitulation de tout ce que nous venons de faire aujourd'hui et la fois passée par rapport aux facteurs. Et avec ça, peut-être ça peut édifier davantage, juste pour répondre à la préoccupation de Cécile. Je ne sais pas comment vous pensez. C'est juste un peu de vie. OK, merci Cold pour la proposition. Je pense que c'est une bonne idée. Je réfléchis dessus et je vous communique ça aujourd'hui, peut-être déjà demain ou jeudi au plus tard, hein. Je vous communique ça avant la fin de la semaine, de toutes les façons. Mais ça ne va pas être toutes les institutions. Peut-être on prend deux ou trois, deux institutions qui présenteront un cas en étant, ou bien tout le monde va le faire, mais peut-être on choisira peut-être un ou deux. Et en fonction de cela, on verra comment on peut mieux comprendre la chose. Parce que là, aujourd'hui, on va voir les ressources, donc ça pourra nous aider à mieux reconnaître les ressources de l'enfant lorsque on va le présenter. Je vais y réfléchir et on met au point. D'accord? On le fait comme ça. D'accord, donc on continue. Je ne vous laisse pas en 15, c'est parce qu'on n'a pas, le temps est quand même aussi réduit, c'est pour ça je n'arrive pas à vraiment mettre beaucoup de débats sur tout ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Mais je suis quand même apte à répondre à d'autres questions, à part le cours que vous pouvez m'envoyer par mail si vous voulez, ou voilà, si vous voulez d'autres appuis, il n'y a pas de souci à ça aussi. Donc, voilà, le développement de l'enfant. Donc, on en avait parlé. Je pense que maintenant, on a fait les ateliers. On va maintenant aller sur les ressources. J'espère qu'on aura le temps de terminer tout ça. Donc, on va sur les ressources. Je disais donc que les ressources, on les tire au niveau des facteurs de protection. C'est-à-dire, les facteurs de protection, les facteurs sont beaucoup plus larges. Les ressources sont beaucoup plus précises. Les facteurs sont beaucoup plus larges, les ressources sont beaucoup plus précises. On creuse davantage, au fait, pour voir ce qu'on peut trouver dans les facteurs. Donc, c'est quoi des ressources? J'ai essayé de définir en passant par un dictionnaire et ensuite j'ai essayé de le voir par rapport à la résilience. Donc, le mot ressource vient du latin
Resurgere, peut-être que je ne l'ai pas bien prononcé. Diego me le dira, qui signifie rétablir. Donc, la ressource, c'est quoi? C'est ce qui tire de l'embarras à qui améliore une situation. J'ai des ressources. Voilà. Quand je dis j'ai des ressources pour arriver à faire ceci, j'ai des ressources, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui me permet de m'améliorer. Quand on dit les ressources, c'est une possibilité d'action de quelqu'un, des moyens intellectuels dont il dispose, les ressources humaines, moyens, possibilités qu'offre quelque chose. Voilà. Il y a la ressource, il y a les ressources. Dans le dictionnaire, j'ai vu le pluriel et le singulier. Donc, mais c'est toujours le fond de tout ce qui est positif, tout ce qui peut m'amener à sortir d'une situation, tout ce qui peut m'amener à être positif, à positiver. Excusez-moi, je vais mettre voilà. Voilà. Donc, ressources au niveau de la résilience, comment on la définit? Donc, c'est tout type de talent ou de capacité qui aide à faire face à l'adversité ou à résoudre les problèmes. Ressources personnelles et communautaires. Compétences de vie ou life skill. Voilà. C'est un peu ça, c'est un exemple. Donc, tout type de talent, de capacité qui aide à faire face à l'adversité ou à résoudre des problèmes. Je crois qu'on n'est pas loin de la définition du dictionnaire. C'est ça. Et ça, on les retrouve dans les facteurs de protection. On avait dit que les facteurs de protection sont des caractéristiques qui réduisaient l'effet négatif de l'adversité, qui amenaient l'enfant à un développement, qui favorisait le processus de résilience. Et donc, il faut aller chercher ces ressources-là. Et c'est quoi ces ressources? Chaque enfant ou adolescent possède des ressources personnelles qui contribuent à forger son identité et à déterminer son niveau de résilience. Il y a le je suis, je ressens, le j'ai et je peux. Certains vont être étonnés de voir peut-être je ressens. Oui, on a rajouté aujourd'hui, comme je l'ai dit, la résilience évolue. Les études continuent et aujourd'hui, on a rajouté le je ressens. Depuis quelques temps, depuis quelques années, le je ressens est devenu également un élément des types de ressources. Mais c'est quoi tout ça? Quand on dit je suis, c'est toutes les ressources personnelles et intérieures qui concernent surtout les sentiments, les valeurs, les croyances personnelles de l'enfant qui, en dépit de tout changement, demeure. Ça est là. Ça est là. C'est le je suis. Qui suis-je? Je suis, je suis. C'est moi ça. Ça, c'est l'être qui est là. C'est l'enfant qui est là. Ça demeure, ça reste. Je ressens, c'est les émotions qui sortent par rapport à une situation, par rapport à des conditions. Ce que l'enfant ressent, les ressentis, qui impactent sur son comportement, sur sa vie. Il y a des sentiments, il y a des émotions, les peurs, les dégoûts, les hontes, la joie, le plaisir, la colère, etc. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que l'enfant sent? La honte, qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont ses émotions? Ensuite, qui sont importants parce que quand c'est ces ressentis-là qui font que des fois, on opte certains comportements, on agit d'une manière ou d'une autre. Il y a le jet. Le jet, maintenant, c'est ce que l'enfant possède, surtout externe. Le soutien, les ressources externes de l'enfant qui favorisent la résilience. Le jet, c'est tout ce qui est un peu externe à l'enfant. Le je peux, c'est les capacités sociales et interpersonnelles de l'enfant. L'habilité et le talent que l'enfant a. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Tout à l'heure, quelqu'un, je pense que c'était Joseph qui a parlé des aptitudes de l'enfant par rapport à l'AGR, etc. Voilà, il est capable de. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc, c'est les 4 types de ressources que nous avons. Et ces ressources, nous les retrouvons et au niveau personnel de l'enfant
et au niveau communautaire. Au niveau personnel de l'enfant et au niveau communautaire. Donc, le « je suis », c'est la forte identité de l'enfant. C'est sa créativité, sa réflexion, son autonomie, son humour, sa spiritualité, ses valeurs, etc. Je ressens, c'est sa gestion des émotions. Comment ce sont ses émotions? Comment il gère ça? Comment est-ce qu'il ressent et comment est-ce qu'il gère ses émotions? Le « j'ai », c'est les relations saines. Parce qu'on parle de protection. Donc, c'est les relations saines de l'enfant. C'est les réseaux de soutien de l'enfant. C'est les amis, c'est les familles, c'est l'école. Et c'est dans ça que nous allons retrouver tout ce qui peut peut-être aider l'enfant aussi à s'en sortir. C'est dans ces ressources et à travers ces ressources qu'on va dégager des actions. C'est à travers ces ressources qu'on découvre comment mettre en exergue la résilience, comment reproduire ce processus, comment favoriser la résilience. On met en valeur donc les facteurs de protection et dans ces facteurs de protection que nous avons ces ressources-là. Le « je peux », la projection dans le futur, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce que je peux faire, quel est mon avenir, etc. Les compétences sociales et le talent de l'enfant. Et dans la communauté, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce qu'on avait bien dit que la résilience, c'est l'individu et son environnement et sa communauté, c'est l'individu. Il y a une interaction. Il y a une interaction. Donc, on ne peut pas ne pas parler de la communauté. Et donc, dans la communauté, il y a l'identité. C'est quoi cette communauté? Quand la communauté a une identité dans laquelle vit cet enfant. On identifie cette communauté, on dit que cette communauté est telle comme ça, telle comme c'est, telle ceci, tel ceci. Il y a un développement intégral de la communauté. Dans la communauté, qu'est-ce qu'on retrouve comme ressource? Il y a l'empathie, il y a la solidarité, l'amour du prochain. Et c'est là que nous trouvons des familles, des gens, des tantes, des gens qui sont là, qui peuvent nous aider. C'est ça l'empathie, etc. Le fait qu'ils ressentent le mal, la douleur de cet enfant aussi. Ils sont prêts à aider, etc. Dans nos communautés, il y a beaucoup la solidarité. Et la solidarité vient du fait qu'on a des sentiments, on ressent quelque chose, on a cette envie de vouloir aider. Le jet de l'enfant dans la communauté, il y a les facilitateurs. Les facilitateurs, ce n'est pas nous seulement. Dans la communauté, il y a des gens, il y a des leaders qui sont là, qui peuvent faciliter, qui peuvent être des tuteurs de résilience. Il y a des enseignants, il y a des infirmiers, des docteurs, etc. Il y a tout un monde qui est là, qui peuvent aider à la résilience de l'enfant. Il y a ce sentiment d'appartenance. C'est notre enfant, il est de notre communauté, voilà, etc. Et nous aussi, nous sommes originaires d'ici, etc. Il y a tout ça. Et le « je peux », il y a la projection et responsable et communautaire, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui ont créé aussi des espaces d'action et d'expression, des institutions qui sont là, qui peuvent aider l'enfant à mettre son projet en place. On a des ateliers, on a, etc., qui sont là dans la communauté, qui peuvent aider, qui peuvent permettre à l'enfant de mettre en action ses potentialités, là où il y a ses capacités. Donc, voilà, par rapport aux ressources. Il y avait une main qui était levée. Je crois que c'était Emmanuel. Oui. Voilà. La parole est à vous si vous voulez dire quelque chose. Et puis, maintenant, la parole est à qui veut la prendre après aussi, pour mieux comprendre. Merci, Alda. Merci pour les différents types de ressources que vous nous avez présentées. Mais pendant que vous étiez en train de faire cette présentation, j'ai senti qu'il pouvait y avoir aussi un autre type qui concerne la volonté, en fait.
Parce que c'est vrai, je suis, je ressens, j'ai, je peux, mais le je veux, qui est une volonté qui consiste à permettre enfin, qui permet à l'enfant ou à toute personne de pouvoir mettre les moyens de son côté pour arriver à un objectif. Donc, cette volonté-là, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça, si vous voulez, quelque part ici, ou bien créer un autre type de ressources qui peut aider dans cette résilience-là? Merci. Merci, Emmanuel. La volonté, dans quoi on peut le mettre? Hein? La question m'est adressée. Oui, là, on a quatre. Au fait, je réfléchissais, je me disais, où est-ce qu'on peut mettre ce je veux en réfléchissant dans les quatre groupes que nous avons, les quatre types là. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans je suis? Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans je suis? Non, votre question, elle est la bienvenue, elle est pertinente aussi, mais j'ai la volonté de vouloir faire quelque chose. Est-ce que la volonté, ce n'est pas de dans je suis? Ressources personnelles et intérieures, sentiments, valeurs, croyances personnelles de l'enfant qui, en dépit de tout changement, demeure. La volonté demeure. La volonté. D'autres personnes peuvent intervenir et moi, je pense qu'on va le mettre dans je suis. D'accord. Dans tous les cas, c'est l'être, c'est l'enfant lui-même. C'est cette... ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Non, dans tous les cas, cette volonté est intérieure, ça c'est clair. Voilà, Et c'est aussi intérieur. personnel, ça c'est Voilà. d'abord la première chose. Et avant qu'elle ne soit extérieure à travers l'exécution pratique de cette volonté-là, elle est intérieure. Donc, bon, je ne sais pas, mais c'est possible. C'est possible. Peut-être juste une attention quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes n'ont pas forcément la volonté et c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas réussir et qu'ils ne vont pas être résilients. C'est pour ça que faire un je veux, une catégorie à part, ça peut être un peu dangereux parce que ça peut se retourner défavorablement aux personnes. Parce que on travaille là, c'est surtout avec des enfants qui ont des traumatismes et donc ils ont beaucoup de perte d'estime de soi. Donc la volonté, souvent, elle n'y est pas parce qu'ils sont tellement en souffrance que ils veulent même beaucoup veulent tout abandonner. Ils y croient pas, ils ont plus de goût pour, quoi que ce soit. Donc s'il y a de la volonté, c'est super, mais on peut pas en faire une catégorie à part parce que le public avec qui on va être est tellement abîmé que la volonté, elle est, c'est compliqué, je pense. Des fois, Mais même la volonté vient, excuse-moi Marie-Laure, des fois même la volonté vient après même qu'on ait commencé à, petit à petit, voilà, oui, c'est à ça. travailler avec l'enfant petit à petit. Et ça, c'est vraiment interne, quoi. Et ça se crée. Des fois, ça vient petit à petit. Ça va être la motivation et c'est ça qui va donner du sens aussi, Oui. dans le «je suis». Mhm. J'ai la volonté parce que je peux croire en Dieu, j'ai une volonté pour, je veux faire telle chose, je veux être médecin, mais on peut avoir toutes les volontés du monde, des fois, ça sera pas possible. Donc, après, comment on fait face aussi à cette volonté? C'est pour ça que je le mettrai pas dans une catégorie à part. Et justement, cette force de vie qu'on peut reformuler en le «je veux», ça peut être une force de vie, une vitalité, cette force-là, ça, moi, je la vois bien dans le «je suis». Mm. D'accord. Merci Marie-Laure. D'autres interventions? Je pense qu'il y a le bon, je crois le bon voulait, j'ai vu le bon, une autre intervention par rapport aux ressources. Ça, c'est bon, ça, on a un peu compris. Il faut donc, et les ateliers nous aident beaucoup à retrouver ces ressources-là. Les ateliers nous aident beaucoup à retrouver ces ressources-là. Et ces ressources sont capitales pour mettre les actions en place. Sont capitales pour mettre les actions en place. C'est un peu, oui, c'est un peu le tout d'une personne aussi. On peut pas faire que sur le je peux, que sur le j'ai.
Et c'est pour ça que des fois, ça donne des nouvelles pistes de travail avec un enfant en se disant: «Ah, est-ce qu'il a un petit peu de chaque, type de ressources?» Et si on vaut parce qu'on peut se dire: «Oh mais cet enfant ça va, il a une super famille, il va à l'église, il va à l'école, voilà, il a tout». Sauf que, s'il a plein d'émotions au fond de lui qu'il n'arrive pas à exprimer, il va y avoir une difficulté. Donc c'est pour ça, voilà, il faut se dire: «Est-ce qu'il arrive à parler de lui, malgré» voilà, il peut avoir tout, sauf que s'il y a un aspect qui manque, ça va être un point sans doute à approfondir. Et ça faut toujours avoir en tête ces 4 types de ressources pour accompagner une personne, enfant ou même adulte. Oui, même adulte. Parce que si on n'arrive pas à exprimer les émotions, si on n'arrive pas à mettre mot sur nos émotions, c'est difficile de les gérer, de les contrôler aussi. Donc, et les émotions agissent beaucoup dans nos comportements, dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Mais c'est parce que des fois, on n'y met pas mot. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est important de mettre les 4, hein. Le geste, c'est l'environnement, tout autour, etc. Rappelez-vous de l'histoire du singe. Voilà, c'est des choses comme ça qui doivent vous faire des déclics. Et c'est pour ça que des fois, on met des petites histoires ou bien des images pour qu'il y ait des déclics pour que vous vous en rappeliez en faisant des activités. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand on parlait des facteurs de protection, d'accord, il y a des facteurs de protection, il y a des éléments dans ces facteurs de protection qui sont les ressources qui vont nous aider. Qu'est-ce que cette communauté a? Qu'est-ce que cette famille possède comme facteur? Et dans ces facteurs, qu'est-ce qu'il y a qui peut nous faire avancer? Voilà. Il peut arriver, c'est vrai, que euh, un facteur de protection soit là, c'est-à-dire que c'est le facteur et c'est la ressource en même temps. Ça peut arriver. Mais des fois, des fois, c'est large. Il faut encore creuser beaucoup plus pour découvrir réellement. Quand on dit, par exemple, je ne sais pas, moi, famille d'accueil, c'est vrai, on peut dire que c'est la famille d'accueil qu'on a dans les communautés qui constitue un facteur de protection. Mais quelles sont les ressources que ces familles d'accueil ont? Une famille peut très bien vouloir garder un enfant, recevoir un enfant, accueillir un enfant, mais s'il n'a pas les ressources nécessaires pour permettre que la résilience se fasse, est-ce que là, c'est vraiment une protection pour l'enfant? C'est une question, hein, c'est pour vous amener juste à réfléchir un peu aussi sur les familles d'accueil, que beaucoup peut-être font, entre vous font. Nous-mêmes, en tant qu'institution, nous voulons être cette protection. Et l'enfant nous considère également comme son facteur, on est facteur de protection, l'Institut considère un facteur de... Mais quelles sont les ressources que nous avons au niveau de l'institution qui permet la résilience de l'enfant, qui permet de faciliter, de favoriser cette résilience? Comment est l'équipe? Comment est le cadre? Voilà. Comment nous nous organisons? Qu'est-ce que nous mettons en place? Quelles sont les activités que nous menons? Est-ce que c'est, voilà, ça favorise la résilience? Ça ne favorise pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc., etc. Quels sont les outils que nous avons? Et je pose des questions comme ça pour nous amener tous un peu à réfléchir, un peu à imaginer tout le travail qu'on peut faire, ce changement de regard sur tout ce que nous devons faire dans nos activités, dans nos façons de voir la chose, et voilà, et dans nos institutions, dans nos façons de modeler un projet, etc., de travailler avec l'enfant. Ça va, on est là? Oui, ça va, on est là. J'ai levé la main. OK. Oui, c'était pas une question, mais pour aller à la suite de ce que vous disiez déjà sur l'exemple, la famille d'accueil où il faudrait chercher la famille d'accueil pour avoir des lacunes, il faudrait les combler, d'abord chercher à les combler. Et je réfléchissais tout de suite en voyant un peu l'environnement dans lequel sont souvent implémentés les projets dont nous menons. Souvent, c'est des environnements précaires et vraiment avec une communauté souvent très pauvre déjà. Et
les solutions que nous cherchons ou alors les réponses que nous apportons sont parfois le moindre mal, quelquefois. Parce que si, par exemple, en termes de famille d'accueil, on a des enfants non accompagnés, des enfants à placer dans une famille d'accueil avant de chercher, entre autres, de faire la recherche pour la recherche familiale, je veux le dire. Au sein de la communauté, il n'y a pas mieux que ces familles qui ont été identifiées, qui elles-mêmes, en réalité, n'ont pas assez de ressources pour pouvoir prendre en charge ces enfants, d'où l'appui ou le soutien de l'organisation qui a identifié, bien sûr, il y a tout un processus pour identifier, des critères observés et savoir cette famille d'accueil, mais qui souvent ne répondent pas pleinement aux différents critères. Sur le plan de la voix, par exemple, ils ont, n'est-ce pas, cet appui qui vient de l'organisation, mais qui n'est pas toujours à la hauteur. Donc, je me dis souvent, dans les communautés, parfois, on agit aussi avec ce qu'on a pour pouvoir renforcer la résilience ou aider les enfants à atteindre, en fait, à quand même atteindre la normalité. Donc, on fait parfois avec ce qu'on a sous la main. On essaye de la parfaire, mais c'est quand même, ça reste toujours un palliatif, du moins. Merci, c'est Jocelyn. Oui. Oui, merci. Au fait, on dit pas on va pas inventer, hein. On fait toujours avec ce qu'on a, comme tu l'as dit. On fait toujours avec ce qu'on a. Rien n'est parfait, mais le minimum possible qu'on a, on essaie de faire avec et de voir les possibilités qu'il y a et comment faire avancer. Des fois, c'est juste un petit truc, une petite chose, hein, qui déclenche quelque chose sur l'enfant. Et dont peut-être même que nous, en tant que travailleurs social, on n'a même pas. C'est pour ça que je parlais de l'observation tout à l'heure aussi, qu'elle est importante. Observer tout autour de nous, c'est important. Qu'on n'a même peut-être pas fait attention. Il y a eu, je pense au début, je vous ai donné le test de l'enfant qui disait que c'est juste le fait qu'il y ait une dame qui l'a écouté qui a déclenché quelque chose. Des fois, c'est vraiment minime, hein. Mais nous essayons chaque fois de mettre en place, il faut toujours trouver le maximum possible. On va chercher le maximum possible en trouvant le minimum, quoi. Il faut toujours creuser pour avoir au moins quelque chose qui peut nous aider à avancer. Les familles d'accueil, ils ne peuvent pas répondre à tous les critères, mais le minimum qu'il y a peut-être permettra à cet enfant d'évoluer. Et ensuite, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne cherche pas grand-chose des fois. Des fois, c'est un petit truc et puis c'est parti. Voilà, et puis c'est parti. Et puis d'autres, après, il faut creuser encore plus. Chaque enfant et chaque situation, voilà. C'est ce que j'ai toujours dit, il y a pas pour A n'est pas pareil pour B. Voilà. On se comprend? Ça avance? OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je Oui, pense ça va. voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore le cours d'aujourd'hui en vous laissant en attente de l'atelier qui va suivre par rapport à ce que Cold a dit. Est-ce qu'on fait un cas ou deux? On prend un cas ou deux et on essaie de voir facteur de protection. Quelle probabilité ou bien qu'est-ce qui serait un facteur de protection pour cet enfant? Qu'est-ce qui serait un facteur de protection de risque et de protection pour tel enfant en ayant étudié le cas? Donc, voilà. Peut-être Marie-Laure n'était pas là quand on en a parlé, je ne sais pas. Mais Diego est là, donc c'est ça l'idée. Donc, je vous reviens avec ça dans la semaine, peut-être demain déjà. Je réfléchis rapidement pour voir ce qui est faisable et sinon, c'est une bonne idée. On pourrait le faire demain. Je pourrais vous envoyer les éléments demain et en fonction de cela, on fait rapidement quelque chose pour mardi prochain
et on choisit 1 ou 2 cas et on en discute comme on a fait un peu pour les tableaux aujourd'hui. Je pense que si on le fait comme ça, on comprend mieux. Ce serait faire, par exemple, un récit de vie et puis Voilà. une petite analyse, c'est ça? Voilà, une petite analyse. À partir de... D'accord. Ah, comme Ouais. ça, on va pouvoir faire un bon étude de cas. On va essayer de Voilà. faire des pièges. Non. Voilà. Comme ça, on va voir quel serait le facteur de protection, le facteur de risque, et voilà. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que vous rédigez le cas, et puis nous, on va essayer maintenant rédiger le cas, et vous-même, vous allez essayer de donner les facteurs de risque et les facteurs de protection et peut-être les ressources possibles. Et maintenant, à partir de là, nous, on essaie de projeter 1 ou 2 cas et on en discute également. C'est ça. Nous, on vous présente le cas et puis vous l'analysez. OK. Ou qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute façon, je vous reviens demain sur tout ça. Au plus tard demain. Au plus tard demain, d'accord? Parce que j'ai trouvé l'idée très bonne et ça permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Par WhatsApp, c'est plus facile par WhatsApp pour vous? C'est plus facile. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent par mail ou on fait que tout par WhatsApp? Parce que ça évite de faire des choses en double. Est-ce qu'il y en a préfère que ça se passe par mail. Il y en a qui préfèrent par mail. Par mail? Par mail. D'accord. Et on fait seulement les rappels par WhatsApp. OK. Ça marche. Il est déjà 12h50? Oui, il est déjà 12h50. Oui, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Merci Alda, merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Et puis entre-temps, il y aura un travail à faire à nous rendre dans les délais, à envoyer sur webinar.bicé@bicé.org, s'il vous plaît, comme je le mets dans le message. À dans 15 jours et à disposition sur WhatsApp s'il y a des choses qui bloquent ou des grosses préoccupations en attendant les 15 jours. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Ciao, Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.